L'aspiration à la propriété a longtemps été considérée comme le rêve américain par excellence. Au cours des décennies, les banques ont développé de nouveaux produits financiers pour aider un nombre croissant d'Américains à concrétiser ce rêve soutenu par les gouvernements. Cependant, au début des années 2000, Michael Burry a identifié des problèmes majeurs au sein de ce système qui, finalement, ont dévasté le marché du logement et l'économie américaine. Alors comment Burry a-t-il anticipé ces événements? Et comment il a réussi son pari contre le marché immobilier américain? Alors bien évidemment, pour comprendre cela, il est essentiel d'examiner les mécanismes sous-jacents de cette structure complexe, en particulier les garanties adossées à des hypothèques ou des obligations hypothécaires. Le processus d'obtention d'un prêt est assez simple. On emprunte une somme auprès d'une banque pour acheter une maison et on rembourse ce prêt sur une période de 20 à 30 ans, en payant des intérêts. Si l'emprunteur ne peut plus rembourser, la banque saisit la maison. Les banques d'investissement ont vu une opportunité dans le système et ont proposé d'acheter les prêts hypothécaires des banques commerciales en échange d'un paiement immédiat. Les banques commerciales ont accepté, désireuses de se débarrasser du risque et de réaliser des bénéfices. Les banques d'investissement ont alors regroupé ces prêts hypothécaires dans des entités à but spécial qui recevaient des flux de trésorerie annuels provenant des remboursements des emprunteurs. Ces entités étaient ensuite divisées en actions que les investisseurs pouvaient acheter, leur permettant ainsi d'acquérir une part de remboursement des prêts hypothécaires, les fameux subprimes. Ainsi, la réussite de Michael Burry résidait dans sa capacité à identifier les failles dans des systèmes complexes et à miser contre le marché immobilier américain. Cette histoire met en lumière des dangers inhérents au système financier opaque et à la spéculation d'un rêve américain. Les titres adossés à des hypothèques sont basés sur des prêts hypothécaires réels, octroyés par des individus. Chaque détenteur d'hypothèque peut avoir des situations différentes, certains remboursant par anticipation et d'autres étant en défaut de paiement. En tant qu'investisseur, il est important d'estimer le nombre de personnes susceptibles de ne pas rembourser leurs prêts hypothécaires, ce qui affectera le rendement des investissements. Les entités à vocation spéciale sont divisées en différentes sections ou tranches, telles que les tranches senior, mezzanine et equity. La titrisation des prêts hypothécaires a débuté dans les années 70, mais c'est en 1984, avec la loi sur l'amélioration du marché hypothécaire secondaire signée par le président Reagan, que les choses ont vraiment évolué. Cette loi a permis aux fonds de pension et aux compagnies d'assurance d'acheter des titres adossés à des hypothèques, offrant des rendements prometteurs avec des risques apparemment faibles. Ces titres étaient considérés comme sécurisés et diversifiés car ils regroupaient un grand nombre d'hypothèques. La titrisation des prêts hypothécaires a donné aux banques la possibilité d'accorder autant de prêts immobiliers qu'elles le souhaitent, puis de les regrouper et de les vendre à des banques d'investissement, qui les revendaient ensuite à Wall Street. Ce phénomène, conjugué à la popularité du rêve américain de posséder sa propre maison, a incité les banques à innover et à créer de nouveaux produits hypothécaires pour aider davantage de personnes à accéder à la propriété. Bien que cela puisse sembler bénéfique pour les individus, cela profitait également aux banques car elles accordaient de plus en plus de prêts chaque trimestre. Michael Burry a expliqué comment les prêts hypothécaires ont évolué pour permettre à plus grand nombre de personnes de réaliser le rêve américain classique. Les développements dans ce domaine ont conduit à la croissance rapide du marché hypothécaire et ont également créé les conditions propices à l'effondrement ultérieur du marché du logement et de l'économie américaine. Pour rendre les prix immobiliers plus abordables pour ceux qui n'avaient pas les revenus, le crédit ou les actifs nécessaires, les prêts hypothécaires à taux variable ont été légalisés pour la première fois en 1982. Cependant, ce type de prêt n'a vraiment décollé qu'après d'autres changements réglementaires et législatifs dans les années 90 et au début des années 2000, permettant de développer le marché des produits hypothécaires abordables. Au début des années 2000, les banques pouvaient prêter de l'argent presque n'importe qui, sans tenir compte de leur historique de crédit. Le gouvernement soutenait cette pratique car elle facilitait l'accès à la propriété pour davantage de personnes. Les banques de leur côté n'encouraient aucun risque, car elles pouvaient regrouper les hypothèques et les vendre à Wall Street. Cependant, les titres adossés à des créances hypothécaires devenaient de plus en plus compliqués et risqués, car ils étaient remplis de prêts de plus en plus risqués. Le taux d'intérêt chutant aux États-Unis entre 2001 et 2003, passant de 6 à 1%, les emprunts, en particulier les prêts hypothécaires à taux variable, sont devenus très populaires. La baisse des taux d'intérêt et les périodes de taux préférentiels sur ces prêts ont rendu l'emprunt extrêmement facile. Les gens ont alors beaucoup emprunté, faisant gonfler les prix de l'immobilier, car tout le monde achetait des biens. Tant que les prix de l'immobilier continuaient d'augmenter et que le taux d'intérêt baissait, pas de problème. Les gens pouvaient simplement refinancer leur maison, obtenir un meilleur taux d'intérêt et s'endetter davantage. Cependant, cette situation reposait sur la poursuite de la hausse des prix de l'immobilier. Si les prix de l'immobilier cessaient d'augmenter, les problèmes commenceraient à se manifester, car les gens seraient incapables de rembourser leurs prêts et les taux d'intérêt augmenteraient encore. Cela a finalement conduit à l'effondrement du marché du logement et de l'économie américaine entre 2007 et 2008.
révélant les dangers des prêts hypothécaires à risque et les titres adossés à des créances hypothécaires. Et c'est là que Michael Burry intervient. Il a compris que la situation allait mal tourner, très mal tourner, en étudiant attentivement les tendances des marchés du logement et les pratiques des banques en matière d'octroi de prêts. Le point de bascule pour lui, ça a été l'introduction du prêt hypothécaire à taux variable en 2003. Les banques, en quête de croissance, ont commencé à offrir des prêts hypothécaires à taux révisables, ce qui a stimulé l'octroi des prêts et fait grimper le prix de l'immobilier. Burry a constaté que les prêteurs étaient plus intéressés par la croissance que par le maintien des normes de crédit, et qu'ils prenaient plus du tout en compte le risque dû au crédit. Il a noté par exemple que Country Road Financial, un très grand prêteur hypothécaire national, avait signalé une augmentation de 158% des prêts hypothécaires à risque d'une année sur l'autre, malgré une baisse de 24% de l'ensemble des prêts accordés. Cela montrait clairement que les banques poursuivaient les mauvais crédits, y compris ceux des spéculateurs immobiliers. Burry a également été alerté par les assurances du président de la Fed, Alan Greenspan, qui a affirmé que les bulles immobilières nationales n'existaient pas, alors qu'il observait lui-même les tendances nationales en matière de logement et se demandait si le bon sens ne s'opposait pas à l'application d'un précédent et à un événement sans précédent. En se basant sur ses observations et ses recherches, Michael Burry a anticipé la crise financière et l'effondrement du marché du logement aux États-Unis. Il a mis en place des stratégies d'investissement pour tirer profit de la situation, pariant sur l'échec des titres adossés à des créances hypothécaires et des prêts hypothécaires à risque. Donc, les subprimes. À ce stade donc, Michael était parfaitement conscient de la situation du marché américain sur l'immobilier. Il a émis l'hypothèse que le sommet du marché correspondait à un moment où les emprunteurs non solvables pourraient obtenir un prêt immobilier avec des remboursements mensuels pratiquement nuls. Comme les hypothèques douteuses étaient transformées en titres adossés à des créances hypothécaires et déposés auprès de la SEC, Burry a pu étudier ces informations publiques pour comprendre l'ampleur du problème. Les choses ont empiré lorsque les banques ont introduit un nouveau type de prêt, le prêt hypothécaire à taux variable et à amortissement négatif. Ce type de prêt permettait aux emprunteurs de qualité subprimes de contracter des prêts importants sans avoir à payer de mensualité, en choisissant de ne rien payer. Le montant qu'ils auraient dû payer ce mois-là était simplement ajouté au capital du prêt. Ce type de prêt attirait les emprunteurs sans revenus, ce qui rendait la situation encore plus risquée. Burry a réalisé que la viabilité de ces prêts dépendait entièrement de l'appréciation continue des prix de l'immobilier. Si le prix de l'immobilier devait se stabiliser ou diminuer, ces prêts seraient voués à l'échec. Il ne voyait aucune chance que les prix de l'immobilier continuent à s'apprécier indéfiniment. Il est donc devenu convaincu que l'éclatement de la bulle immobilière était inévitable. En anticipant la crise et en comprenant l'ampleur du problème, Michael a positionné ses investissements de manière à profiter de l'effondrement du marché immobilier et des titres adossés à des créances hypothécaires. Un swap de défaut de crédit, les fameux CDS, est un instrument financier qui permet à un acheteur de se protéger contre le risque de défaut d'un actif sous-jacent, comme un titre adossé à des créances hypothécaires. L'acheteur du CDS paie une prime au vendeur du CDS et en retour, le vendeur accepte de compenser l'acheteur en cas de défaut de l'actif sous-jacent. Pour expliquer simplement, un CDS, c'est essentiellement une police d'assurance contre un défaut d'un actif. Lorsque la crise immobilière a finalement éclaté et que les prix de l'immobilier ont chuté, de nombreux emprunteurs à risque ont commencé à faire défaut sur leurs prêts hypothécaires. Les subprimes adossés à ces prêts hypothécaires ont également subi des pertes importantes, en particulier pour les tranches les plus à risque. Et c'est à ce moment que les CDS que Michael Burry avait achetés ont pris de la valeur, car les vendeurs de ces swaps étaient maintenant obligés de compenser Burry pour les pertes qu'il avait subies sur les titres adossés à des créances hypothécaires. En achetant des CDS sur les titres à risque, Michael Burry a réussi à profiter de l'effondrement du marché immobilier et des titres adossés aux créances hypothécaires. Cela a confirmé sa prédiction de la crise et lui a permis de réaliser des bénéfices considérables pour lui-même et ses investisseurs. En résumé, Michael Burry a acheté des swaps défaut crédit, un type de contrat financier pour profiter de l'effondrement du marché immobilier qu'il anticipait. En achetant ces swaps, il pariait essentiellement sur le fait que les tranches subordonnées des titres adossés à des hypothèques seraient faillites, les fameux subprimes. Lorsque les prix des maisons ont effectivement chuté et que les taux de défaillance ont augmenté, cela a entraîné une crise majeure dans les titres adossés à des hypothèques, ce qui était crucial pour le système financier américain. Grâce à cette stratégie audacieuse et à son expertise en matière d'investissement, Burry a réalisé un profit personnel de 100 millions de dollars et a généré 700 millions de dollars pour ses investisseurs. Le fonds qu'il a créé, Scion Capital, a affiché un rendement impressionnant de 489,34% entre sa création en novembre 2000 et juin 2008.
Pendant ce temps, l'indice S&P 500 n'a enregistré qu'un rendement légèrement inférieur à 3%, y compris les dividendes. Cet exploit témoigne de la incroyable perspicacité de Michael Burry et de sa capacité à naviguer avec succès dans un marché financier complexe et en mutation. Voilà comment Michael Burry a vu venir l'effondrement de l'économie américaine et en a profité. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt sur Invest Today.